C'était comme si le temps s'était arrêté. Le chronomètre indiquait déjà la fin. Tout était remis à zéro. Mais au cœur de la Chambre des représentants des États-Unis, la décision n'avait pas encore été prise. Tous les regards étaient fixés dans une seule direction, le tableau de vote. Et même si l'issue semblait déjà certaine, 25 votes n'avaient pas encore été comptabilisés. L'atmosphère était lourde, tendue, un mélange d'appréhension et d'alerte absolue. L'écran affichait ce qui semblait improbable quelques mois auparavant. Un accord bipartite rare avec les démocrates et les républicains côte à côte, approuvant l'accès à des documents qui, depuis des décennies, alimentaient les rumeurs, les enquêtes infructueuses et la peur au sommet du pouvoir, les archives de Jeffrey Epstein. Le tableau d'affichage clignotait. Un vote apparaissait, un autre disparaissait, jusqu'à ce qu'il y ait une interruption. Un vote négatif. Mais personne ne savait s'il s'agissait d'une position réelle ou simplement d'une autre erreur technique qui survient parfois lors des sessions et qui est corrigée quelques secondes plus tard. Car lors de ce vote, chaque instant comptait. Chaque décision avait une symbolique qui transcendait les partis et les stratégies. Le Congrès se trouvait face à son propre reflet, choisissant entre perpétuer le silence ou affronter la vérité. Au centre de la couverture médiatique, la journaliste Ali Vatitali informait en temps réel « Le résultat n'était pas encore définitif. Tant que le président de la session n'avait pas donné son accord, tout pouvait changer, y compris ce vote négatif. » C'était le genre de moment où le souffle collectif semblait suspendu. Ronny Jackson, député de l'État du Texas, est apparu précipité, presque essoufflé, expliquant qu'il avait commis une erreur. Il a confirmé avoir appuyé sur le mauvais bouton. Il a corrigé son vote. Et cet épisode, aussi technique fut-il, mettait en évidence le degré de tension et d'instabilité qui régnait dans la salle. Ce n'était pas une session comme les autres. C'était la première fois depuis de nombreuses années que la Chambre des représentants des États-Unis votait pour savoir si les dossiers confidentiels liés à Epstein seraient enfin rendus publics. Des documents qui pourraient révéler des noms importants, des connexions cachées, des pactes de silence. Mais l'enjeu n'était pas seulement le contenu des dossiers. C'était l'image que la nation elle-même projetait sur sa responsabilité face à la souffrance humaine et aux crimes qu'elle avait tenté d'oublier. Dans les coulisses, l'agitation était presque chaotique. Les journalistes couraient dans les couloirs du Capitole, cherchant des réponses, vérifiant les votes, essayant de confirmer si les indécis allaient enfin se prononcer. Chaque « non » pouvait changer d'avis, et chaque « oui » était une petite victoire symbolique. Les regards les plus attentifs se tournaient vers le président de la Chambre. Lui seul avait le pouvoir de déclarer la clôture. Mais il a choisi d'attendre. Il a laissé le temps passer, il a laissé la place à tout le monde, pour que personne ne soit exclu. Cette attente s'est transformée en un geste politique chargé de sens. C'était comme si, silencieusement, les dirigeants disaient « chaque vote compte » et l'histoire veille. Pendant cette pause, les couloirs bruissaient de rumeurs. L'une d'elles prenait de l'ampleur. La proposition ne serait pas adoptée à la majorité simple, mais par le biais d'une procédure exceptionnelle, appelée « suspension des règles ». Il s'agit d'un recours législatif inhabituel, généralement utilisé dans les votes d'intérêt unanimes ou urgents. Et ce qui était encore plus surprenant, c'était d'apprendre que cette stratégie avait été élaborée par le président de la Chambre lui-même, qui avait décidé de ne plus attendre. Il avait anticipé le processus, même s'il savait qu'il y avait encore matière à débat. Cela indiquait qu'il était pleinement conscient de ce qui allait se passer. Il savait que le soutien allait croissant, et il était conscient que bloquer le processus pourrait provoquer une crise politique de grande ampleur. Au même moment, de l'autre côté de la ville, le siège du pouvoir exécutif commençait à s'agiter. La Maison-Blanche, jusqu'alors réticente, ressentait l'impact de la pression croissante. Le week-end avait été mouvementé. Quelques jours auparavant, le gouvernement fédéral se montrait peu disposé à soutenir l'ouverture des archives. Mais face à l'union inattendue entre les membres de différents partis et à l'appel croissant sur les réseaux sociaux, le ton a commencé à changer.
Les parlementaires qui auparavant évitaient le sujet ou se cachèrent derrière des arguments procéduraux déclaraient désormais fermement qu'ils voteraient en faveur. Le message était clair. Si la Maison-Blanche ne voulait pas subir une défaite symbolique et politique, elle devait s'aligner sur le nouvel état d'esprit de la Chambre. Une initiative rare, surtout face à un sujet aussi délicat et explosif. Le vote a eu lieu. Les dirigeants de la Chambre avaient tracé leur plan. Avec plus de 200 voix en faveur et une base de soutien consolidée, le président a décidé d'accélérer le processus. Il n'attendrait plus que la demande soit formellement mûrie. La demande bénéficiait déjà d'un soutien plus que suffisant. Il regarda ses alliés et déclara « Nous allons voter maintenant ». Et c'est ce qui fut fait, rapidement, intensément et de manière symbolique. Non seulement en raison du nombre significatif de votes positifs, mais aussi en raison de la représentation morale que chacun d'entre eux véhiculait. À ce moment précis, le Congrès des États-Unis signalait qu'il était prêt à écouter, à reconnaître la douleur des victimes, à mettre en lumière ce qui était resté longtemps dans l'ombre. Pourtant, un point rouge persistait sur le tableau, un vote contraire. Il s'agissait de Clay Higgins, un représentant au profil conservateur. Immédiatement, les journalistes se sont précipités pour le localiser. Ils voulaient comprendre si ce vote était définitif ou s'il s'agissait d'une nouvelle erreur technique. Ils voulaient une explication, et ils l'ont obtenue. Higgins a non seulement confirmé son vote négatif, mais il a également publié une note officielle. Il a affirmé que, bien qu'il ne soit pas contre l'enquête en soi, il était contre la manière dont elle était menée. Il a déclaré que la proposition, telle qu'elle avait été présentée, pourrait exposer des documents sensibles de manière incontrôlée et, selon lui, mettre en danger des personnes innocentes. Il a fait valoir que le processus devait être mené exclusivement par la commission de surveillance de la Chambre, où le rythme est plus prudent et le contrôle politique plus direct. Sa position était claire. Il préférait une conduite plus fermée et progressive. Mais à ce moment-là, sa position était isolée. Un seul vote sur 428 possibles. Ce vote solitaire a résonné comme un rappel. Un rappel qu'il y a encore ceux qui préfèrent protéger le secret plutôt que d'exposer les faits. Qu'il existe encore des forces au sein du système qui choisissent le contrôle plutôt que la clarté. Mais pour l'instant, cette résistance est restée au second plan. La majorité s'était exprimée, et avec force. Le marteau avait frappé. Le vote était clos. La délibération a été approuvée avec un nombre historique de votes favorables. C'était officiel. Pour la première fois, le Congrès ouvrait la porte à la divulgation au public des dossiers secrets sur Jeffrey Epstein. Une nouvelle étape commençait. Ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de plus grand. L'attention se tournait désormais vers le Sénat. Et là, le champ de bataille serait différent. La réaction du public a commencé à se propager. Ce n'était pas une explosion bruyante, mais un mouvement intense. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Des messages apparaissaient à chaque seconde. Émotion, attente, peur. Anciennes victimes, défenseurs des droits humains, journalistes d'investigation, tous se rassemblaient autour de la même question. Et maintenant, car l'ouverture des documents n'est que la première étape. Que fera-t-on de ces révélations? Qui sera impliqué? Qui sera épargné? Et surtout, qui tentera de saboter ce qui va se passer? Aucune de ces réponses n'était claire, mais le poids symbolique de cet instant était impossible à ignorer. C'était comme si une forteresse s'était effondrée de l'intérieur, non pas par la simple force de l'opinion publique, mais par une décision rare des dirigeants politiques eux-mêmes de cesser de protéger le silence. Si votre cœur s'est également emballé en suivant cette histoire, c'est parce qu'elle vous parle directement. Ce que ces archives peuvent révéler va au-delà de l'affaire Epstein. Il s'agit d'un miroir pour le pays, d'un choix collectif sur le type de société que nous voulons être, sur notre capacité à affronter les zones d'ombre avec courage. Si, comme des millions d'autres citoyens, vous êtes fatigués de voir tout être étouffé, déformé, censuré,
Alors abonnez-vous à cette chaîne, car ici, la vérité passe avant la peur, et ce n'était que le début. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez ce que le Sénat est déjà en train de préparer, comment le gouvernement tente de contenir les répercussions, et quelles personnalités de haut rang perdent le sommeil rien qu'à l'idée des noms qui pourraient apparaître. Préparez-vous. Ce qui va arriver pourrait avoir un impact bien plus important que ce que nous osions imaginer. Le vote était terminé, mais le véritable impact politique était encore à venir. Car une décision d'une telle ampleur ne s'arrête pas au son d'un marteau frappant la table. Elle se propage, elle provoque des ruptures, démantèle des alliances, expose des accords secrets et lève le voile sur ce que beaucoup ont tenté de cacher aux yeux du public. Et la question qui prenait déjà de l'ampleur dans les coulisses du Congrès, dans les échanges entre conseillers, dans les rédactions et dans les couloirs du pouvoir, était simple et tranchante. Le Sénat aura-t-il la fermeté nécessaire pour aller de l'avant? Malgré le soutien quasi absolu de la Chambre des représentants, la Chambre haute du Capitole est un environnement plus obscur, plus figé et plus stratégique. Là-bas, les décisions ne peuvent être prises sans consensus total. Tout dépend d'accords informels, de manœuvres silencieuses, de poignées de main qui scellent le sort de projets entiers sans que personne n'ait à rendre de compte. C'est là que les idées sont archivées et ne refont jamais surface. Et maintenant, avec les dossiers d'Epstein sur le point d'arriver au Sénat, la tension montait de façon visible. La sénatrice Barbara Boxer a été transparente dans son évaluation. Elle a affirmé que toute tentative d'avancer rapidement dépendrait de l'unanimité. Sans cela, le processus pourrait s'enliser pendant des jours, des semaines, voire plus d'un an. Le tollé des victimes ne suffirait pas. Les preuves émergentes ne garantiraient pas non plus la fluidité. Si un seul sénateur décidait de bloquer la procédure, tout pourrait stagner. C'est là que le jeu change de ton, car le Sénat est le terrain des coulisses, des faveurs qui se paient en silence, des conversations codées et des relations qui restent encore aujourd'hui solides entre les personnes citées dans les documents et celles qui occupent aujourd'hui des sièges décisifs. L'euphorie générée par les 427 voix à la Chambre a rapidement été remplacée par un brouillard de méfiance. Le Sénat aurait-il le courage d'affronter ce chapitre ou céderait-il à sa tradition d'inertie déguisée en prudence? À l'extérieur du bâtiment législatif, la mobilisation s'intensifiait. Des reporters, des militants pour la justice, des journalistes alternatifs et des survivants du réseau d'abus commençaient à faire pression sur les parlementaires à la sortie de la session. Les interrogations se multipliaient. Pourquoi tant de retard pour approuver quelque chose d'aussi nécessaire? Qui s'est maintenu au pouvoir en soutenant ce silence? La réponse ne venait pas sous forme de nom direct, mais flottait dans l'air. Car Epstein n'était pas un personnage ordinaire. Il était le point de convergence entre des mondes qui se croisent rarement. Celui de la finance mondiale, celui des cabinets politiques, celui des célébrités et celui des réseaux souterrains du pouvoir. Il savait évoluer avec aisance parmi les nobles, les chefs d'État, les entrepreneurs millionnaires et les leaders d'opinion. À ses côtés, Ghislaine Maxwell jouait le rôle de coordinatrice. C'était elle qui gérait les contacts, organisait les agendas, ouvrait les portes d'endroits où presque personne n'était admis. S'il était l'exécutant, elle était la gardienne de l'accès. Chaque nouveau document qui commence à être rendu public peut contenir bien plus que des informations confidentielles. Il peut s'agir de structures entières de domination, des personnalités qui défendaient les faibles dans leurs discours et agissaient dans l'ombre comme des prédateurs. Des gens qui faisaient la promotion de campagnes caritatives, tout en fréquentant des fêtes où régnait l'impunité et la violence. C'est pourquoi, jusqu'à présent, l'affaire Epstein a été traitée avec tant de résistance, parce qu'elle ne met pas seulement en danger des individus. Elle menace de démanteler les codes qui maintiennent intouchables les véritables maîtres du jeu politique et économique. Et le plus inquiétant, beaucoup de ces noms décident encore des budgets, des lois, des traités. Ils contrôlent encore les institutions,
Ils sont encore présents au sommet, sous le couvert de la respectabilité. Ce qui est en cours, donc, est bien plus qu'une enquête. C'est le prélude à un démantèlement de décennies de protection mutuelle entre des élites liées par des intérêts inavouables. Alors que le Sénat s'organisait pour recevoir la proposition approuvée par la Chambre, la pression extérieure ne faisait que s'intensifier. Des groupes organisés de survivants ont commencé à faire des déclarations, manifestes publics, vidéos sur les réseaux sociaux, pétitions ouvertes. La mobilisation prenait un ton d'urgence. Les parlementaires qui avaient toujours semblé distants étaient désormais interpellés directement. Où étiez-vous lorsque les abus ont eu lieu? Que saviez-vous? Pourquoi n'avez-vous rien dit? L'affaire Epstein n'était plus seulement un scandale d'exploitation sexuelle. Elle était le symbole d'un effondrement éthique institutionnel. Il ne s'agissait plus d'un homme, mais d'un engrenage. Un système qui protège les agresseurs, récompense le silence et annule les victimes. Un modèle de pouvoir qui persiste uniquement parce que ceux qui en bénéficient restent dans l'ombre. Et maintenant, avec la clé des archives qui tourne, ce modèle vacille, mais avec l'espoir de justice est venue aussi la crainte. Les membres du Congrès qui s'étaient positionnés en faveur de la transparence ont commencé à moduler leurs déclarations. Ils défendaient le droit à l'information, mais mettaient en garde contre les risques d'exposer des innocents. D'autres soulignaient que le fait d'apparaître dans un document n'équivalait pas à une culpabilité confirmée. Et ils avaient raison. Mais le message implicite était autre. Ils savaient que le contenu des archives provoquerait des ondes de choc. Ils savaient que des noms allaient apparaître, qu'il y aurait des conséquences réelles, des pertes d'emploi, des enquêtes collatérales. Et c'est ce qui a commencé à se produire. Le départ précipité de Larry Summers de la scène publique en a été le premier signe majeur. Ancien secrétaire au Trésor, ancien recteur de l'université de Harvard, Summers est apparu dans des documents et s'est retiré de la vie publique. La sénatrice Elizabeth Warren a été catégorique. Elle a exigé son départ de l'université. D'autres noms ont commencé à apparaître, relevés bancaires, voyages, listes de donateurs, emails. À chaque nouvelle révélation, des visages connus faisaient surface. Et avec eux, la peur s'est répandue dans les couloirs du pouvoir, à Washington, New York, Londres. Il devenait de plus en plus clair que la divulgation des archives d'Epstein n'était pas un acte tourné vers le passé. C'était un choc contre le présent, contre la façon dont, en plein air de l'information, les schémas structurels d'abus et de silence institutionnalisés persistent. Ce n'est pas un hasard si de nombreux mouvements sociaux, tout en célébrant le vote historique à la Chambre, restaient prudents. Ils savaient que la divulgation des documents n'était que la première étape. Le plus difficile restait à faire: transformer les révélations en responsabilisation. Éviter que l'affaire ne se termine comme tant d'autres, classée, oubliée, citée dans les gros titres pendant 3 jours, puis effacée de la mémoire collective. Le combat consistait désormais à empêcher que les documents ne servent de paravent, sans conséquence pour les véritables impliqués. La bataille visait à ce que la justice ne se perde pas dans le bruit. Dans ce nouveau scénario, un nom est revenu au centre de la discussion: Donald Trump. Bien qu'il ait fait des déclarations publiques condamnant Epstein, sa relation avec Ghislaine Maxwell a toujours été ambiguë. À plusieurs reprises, il l'a traitée avec gentillesse devant les caméras. Et cette cordialité alimentait un doute qui grandissait en coulisses. Si Epstein était le monstre que tout le monde prétendait, pourquoi sa compagne était-elle traitée comme une présence constante dans les fêtes de l'élite? Quels secrets connaît-elle? Quels compromis ont été conclus pour que sa protection dure si longtemps? Et que savait réellement l'ancien président? Ces questions ne sont pas que des spéculations. Elles prennent de l'importance à mesure que des photos, des vidéos, des listes d'invités et des archives numériques font surface. Un arsenal de preuves qui menace des personnalités influentes de tous les horizons politiques. Et peu importe désormais qu'ils soient démocrates ou républicains. Dans cette affaire, la saleté dépasse toute frontière idéologique. Dans ce climat d'incertitude, le Sénat se trouve face à un choix. Et tant que la réponse ne vient pas,
l'anxiété grandit. La presse traditionnelle, qui pendant des années a évité d'approfondir le sujet, tente désormais de rattraper le temps perdu. Les gros titres s'accumulent. Les émissions en direct consacrent de précieuses minutes à la couverture de l'événement. Mais le public ne veut plus de résumés édulcorés. Il veut des faits, il veut des documents, il veut savoir qui était impliqué. Et surtout, pourquoi tant de personnes se sont tues. Cette exigence n'est pas seulement politique, elle est morale. Elle est éthique. C'est la douleur d'une société qui a été trompée pendant des années, qui a entendu des promesses vides pendant des décennies. Et vous, qui me suivez jusqu'à ce point de la vidéo, vous comprenez exactement ce sentiment. Car pendant longtemps, la vérité a toujours été promise, mais jamais livrée. Et maintenant qu'elle se rapproche, personne ne veut retourner dans l'obscurité. Dites-moi une chose, ressentez-vous aussi ce malaise, cette révolte accumulée? Avez-vous aussi eu l'impression d'avoir été maintenu dans l'ignorance pendant que les rouages fonctionnaient à vos dépens? Alors, écrivez ici, dans les commentaires, « J'ai attendu cela toute ma vie ». Votre voix fait la différence. Vos mots peuvent éveiller d'autres consciences. Avec les documents sur le point de franchir la dernière barrière institutionnelle vers la divulgation totale, ce qui se profilait devant le pays n'était pas seulement un tournant politique, mais le début d'une bataille capable de redessiner les limites de la confiance publique. La Chambre des députés avait fait son choix. C'était maintenant au Sénat d'affronter le précipice et de décider s'il aurait le courage de ne pas détourner le regard. Mais la structure du Sénat est façonnée par des silences anciens. C'est un lieu où les pactes ne sont pas formalisés, où les vétos sont prononcés sans explication, où chaque mouvement est minutieusement planifié pour protéger des personnalités occultes ou des intérêts inavouables. C'est pourquoi le sentiment que tout pouvait être paralysé planait encore, comme un épais brouillard. Il suffisait d'un seul sénateur pour interrompre la progression, un seul geste de blocage. Un simple non au consensus, et toute la vérité pourrait à nouveau être ensevelie sous des couches d'omission et de lâcheté institutionnelle. Le moment était fragile. Juste au moment où les archives étaient sur le point d'être transmises, une série de fuites a émergé de manière inattendue, comme si le destin lui-même voulait déchirer les voiles que le système tentait encore de maintenir. Des fragments de correspondance, des listes de participants, des itinéraires d'avions privés, des relevés bancaires et des notes confidentielles ont commencé à se répandre sur des plateformes indépendantes, des forums anonymes et des réseaux décentralisés. Ce qui avait été gardé secret pendant des décennies jaillissait désormais à travers des fissures que le pouvoir ne pouvait plus contenir. Et à chaque nouveau détail, le scandale prenait une nouvelle dimension. Des personnalités publiques, auparavant considérées comme intouchables, ont commencé à être mentionnées avec précision. Des scénarios d'événements exclusifs, des transferts de millions vers des organisations fictives, des calendriers suspects alignés sur des dates spécifiques, tout indiquait l'existence d'un réseau de relations que beaucoup auraient préféré garder invisible, mais qui devenait désormais impossible à ignorer. Face à cela, le tollé dans les rues s'est intensifié. Les organisations de victimes, les entités qui luttent pour la transparence et les défenseurs des droits civils ont uni leurs voix. Les archives doivent être mises à disposition dans leur intégralité et en libre accès au public. Toute tentative de dissimulation, d'édition sélective ou de manipulation sera interprétée comme une complicité avec les crimes. Et cette méfiance est plus que compréhensible. Pendant des années, ces mêmes groupes ont été ignorés, marginalisés, réduits au silence. Les personnes maltraitées ont été traitées de menteuses, les témoins ont été discrédités. Pendant ce temps, leurs bourreaux apparaissaient souriants lors d'événements luxueux et prononçaient des discours sur la justice sociale. Ce renversement des valeurs a laissé des cicatrices profondes. Et maintenant, face à une réelle possibilité de responsabilisation, ces mouvements n'accepteront ni demi-mesure ni justification technique. Dans le même temps, au sein même de l'appareil gouvernemental, le malaise grandissait.
Des sources proches du ministère de la Justice s'inquiétaient de l'effet domino que cette divulgation pourrait provoquer. On craignait que les enquêtes en cours ne soient compromises, que des témoins ne soient exposés ou que des preuves ne perdent leur validité face à l'émotion publique. Mais il y avait une contradiction encore plus troublante. Si tant de dossiers étaient disponibles depuis si longtemps, pourquoi n'avaient-ils pas été traités auparavant? Pourquoi tant de noms importants n'avaient-ils jamais été mentionnés dans des actions en justice? Pourquoi seule une fraction de ce que l'on savait avait-elle fait l'objet d'une enquête? Ces doutes ne disparaissaient pas, ils grandissaient. À chaque silence, à chaque réponse préparée, à chaque tentative d'étouffer l'affaire, le cri pour plus de clarté se faisait plus fort. Le peuple ne veut plus de report, il exige des éclaircissements. C'est dans ce contexte que la figure de Ghislaine Maxwell réapparaît comme un élément central. Condamnée et détenue, elle reste entourée de secrets. Les dossiers les plus compromettants la placent comme un élément clé dans l'engrenage d'Epstein. C'était elle qui choisissait, coordonnait, organisait. Elle n'était pas seulement complice, elle faisait partie intégrante de la structure. Même après le procès, des incertitudes subsistent quant à ce qui a réellement été révélé et ce qui reste caché. On soupçonne depuis longtemps Maxwell d'avoir négocié une protection en échange de son silence. Et maintenant, avec l'ouverture des archives, cette hypothèse peut enfin être vérifiée. Si les documents contredisent les informations utilisées dans le procès, cela indiquerait que le système judiciaire a encore échoué, épargnant les véritables responsables et offrant une seule condamnée comme bouc émissaire. Les répercussions institutionnelles de ce moment sont impossibles à prévoir. Des informations circulent déjà, selon lesquelles des dirigeants liés à des universités renommées, des fondations internationales et même des représentations diplomatiques ont commencé à consulter leurs avocats à la recherche d'une issue. Les services juridiques ont commencé à revoir d'anciens accords, à renforcer les protections contractuelles et à réviser les registres internes. Ce type de réaction ne surgit pas de nulle part. Il révèle le niveau d'inquiétude qui règne dans les couloirs du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'une crainte pour la réputation. C'est la peur de voir s'effondrer des récits construits avec soin au fil des décennies. Et la peur, comme toujours, est le moteur le plus puissant de la tentative d'effacer les traces. Plus le patrimoine est important, plus les efforts pour faire taire les voix sont grands. Pendant ce temps, le Sénat reste dans une posture de silence calculé. Aucune date n'a été annoncée, aucune déclaration officielle, seulement des rumeurs. Et ces rumeurs, même vagues, suffisent à déclencher l'alerte, parce que nous connaissons le scénario. Quand ils ne veulent pas laisser quelque chose avancer, ils ne le rejettent pas ouvertement. Ils laissent simplement le temps faire son œuvre et dissiper l'intérêt. Mais aujourd'hui, le temps est devenu l'ennemi de l'omission. Chaque jour sans réponse, l'indignation grandit. Chaque jour, sans signe de mouvement, de plus en plus de gens se demandent que cache-t-il encore. Le silence, qui servait auparavant de bouclier, alimente désormais la colère de la société. L'affaire Epstein n'a jamais concerné uniquement des crimes individuels. Elle est le reflet d'une culture sociale qui tolère les abus tant qu'ils sont dissimulés sous le glamour, l'influence et la discrétion. Elle est la preuve que lorsque le prédateur fréquente les salons de l'élite, la punition est reportée, mais peut-être, pour la première fois, cette logique commence-t-elle à s'effondrer. Parce que des milliers de personnes ont décidé de ne pas laisser l'affaire mourir. Parce que des victimes auparavant réduites au silence ont repris la parole. Parce que des journalistes indépendants ont continué à enquêter malgré les risques personnels encourus. Et parce que vous, qui continuez à regarder cette vidéo, avez également décidé que cela suffisait. Ce qui se passera dans les prochains jours sera décisif non seulement pour l'issue de l'affaire Epstein, mais aussi pour le modèle démocratique américain lui-même. Si le Sénat bloque la divulgation, il enverra un message clair. Certaines vérités ne doivent pas être connues. Certaines personnes sont intouchables. Certains pactes sont au-dessus de la justice. Mais s'il décide d'autoriser la divulgation complète, il assumera le poids des conséquences.
Il permettra à la lumière d'atteindre des endroits qui ont toujours été dans l'ombre, même si cela fait mal, même si cela brise des statues, même si cela ébranle des structures. Et vous qui êtes ici avec nous jusqu'à la fin, vous avez un rôle essentiel à jouer. Partagez cette vidéo. La vérité ne prend de l'ampleur que lorsqu'elle est multipliée. Chaque clic, chaque commentaire, chaque action de votre part contribue à maintenir cette flamme allumée. C'est votre façon de dire « je garde les yeux ouverts ». C'est votre façon de montrer que vous n'acceptez plus l'impunité comme partie intégrante du contrat social. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, nous suivons chaque mouvement, chaque négociation, chaque tentative de dissimulation, parce que cette affaire n'est pas seulement un souvenir, c'est un avertissement vivant. Et cela pourrait être le tournant d'une époque. Restez attentifs, le Sénat sera confronté, les noms seront révélés. Et lorsqu'il ne sera plus possible de les cacher, personne ne pourra feindre la surprise. Personne ne pourra prétendre ignorer quoi que ce soit. Et lorsque ce moment arrivera, et il arrivera, vous pourrez affirmer avec conviction « Je n'ai pas détourné le regard », parce que la vérité est en marche. Et rien n'arrêtera ce qui a déjà commencé.